Bonjour à tous, donc Asma Berkiaguez, je suis directrice RSE de Barjane et je co-anime la commission développement durable au sein de la FILOG avec Patricia Savin, qui est avocate associée chez DS Avocats et présidente d'Oré. On organise en fait dans le cadre d'un partenariat croisé ces matinales développement durable, on en a fait 4 cette année et donc c'est la dernière. On a fait la loi ASAP et la réglementation ICPE, la neutralité carbone, une matinale sur la sobriété foncière et la zéro artificialisation nette. Et la dernière, pour clôturer l'année 2021, c'est une matinale consacrée à la biodiversité. On va traiter cet aspect selon plusieurs éclairages. Un premier éclairage qui va être fait par Patricia sur une partie juridique, une introduction juridique sur la réglementation des espèces protégées. Et puis, on a la chance d'avoir 3 intervenants. Olivier Seterlin, qui est adjoint à la chef du pôle juridique ouvrage environnement territoire de la direction juridique de RTE, qui va nous présenter des cas de figure et illustrer des exemples de dérogation d'espèces protégées qui ont pu intervenir dans le cadre des activités de RTE. Bonjour. Une intervention de Bruno Kergroen, qui est directeur de projet chez Socotec. Socotec accompagne leurs clients dans le respect de la réglementation dérogation espèces protégées et il va donc nous donner un certain nombre d'exemples qu'il a mis en place avec ses clients. Et enfin, Marc Esposito, qui est directeur innovation chez GSE, qui va nous donner un éclairage un petit peu différent sur l'intégration de la biodiversité dans les projets immobiliers, et notamment logistiques. En juillet, Afilog et plusieurs de ses membres ont signé avec l'État, représentés par la ministre de la Transition écologique et les ministres délégués chargés de l'industrie et chargés du logement, une charte qui engage les acteurs de l'immobilier logistique à un certain nombre d'engagements en faveur de 3 thématiques prioritaires, la sobriété foncière, la neutralité carbone et la biodiversité. Et dans cette charte, on a pris des engagements autour d'actions essentielles à la protection de l'environnement sur la biodiversité que Marc nous présentera dans son intervention. Voilà. Donc, je laisse Patricia commencer avec un éclairage juridique. On est au terme d'une année de matinale développement durable. On doit préparer le cycle des matinales 2022. Donc, on fait appel à vous. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on se penche, si vous souhaitez qu'on organise des éclairages particuliers sur des sujets pour 2022, surtout n'hésitez pas à nous les faire remonter, soit à Patricia, soit à moi, pour qu'on l'intègre dans le programme de l'année prochaine. Merci Asna. Bonjour à tous, ravie de co-animer cette matinale. Je propose de lancer immédiatement un cadre juridique très rapide, c'est juste pour poser un petit peu la situation. Et je dirais en prérequis que cette réglementation sur la dérogation espèces protégées n'est pas nouvelle. Il n'y a rien de nouveau en droit. La grande nouveauté, c'est qu'il y a une application par les tribunaux de façon précise, de façon stricte, certains diront de façon trop rigoureuse, de ce sujet. Alors, slide suivante, juste en un mot, voilà Oré, il y a un CA de nombreux acteurs, une équipe de quinzaine de salariés, merci Grégoire en coulisses, et puis des groupes de travail autour de la biodiversité, l'économie circulaire et le reporting RSE. Slide suivante. DS, puisque j'interviens ici en qualité d'avocate associée du cabinet DS Avocats, responsable du département environnement développement durable. C'est 25 bureaux dans le monde, 300 avocats présents sur les 4 continents avec des pôles immobiliers, commerce, société et international. Et puis bon, on est toujours content d'avoir des prix. Slide suivante. Voilà, j'arrive au cœur du sujet. Donc, quel est le principe? Le principe, je dirais, quasi incontournable, il est posé par le Code de l'environnement, l'article L411-1, troisièmement, qui est la traduction d'une loi de 1976, donc ce que j'évoquais précédemment. Il n'y a rien de nouveau, on n'est pas dans un bouleversement législatif. Cet article interdit la destruction, l'altération, la dégradation des habitats naturels et des espèces et des habitats d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées. Les espèces protégées donc sont fixées par des listes nationales, des listes régionales, qui sont assez conséquentes. Et nous verrons à travers les exemples qui vont suivre que, quelles que soient, j'ai envie de dire,
les travaux, l'aménagement, la construction, on peut et vous pouvez être concerné par la présence d'une espèce protégée, d'où un questionnement en amont à bien adresser, tel que cela vous sera présenté dans les exemples qui vont suivre avec nos intervenants. Slide suivante. Donc, à ce principe d'interdiction générale et absolue de destruction d'espèces protégées, il y a tout de même une dérogation. Sinon, peu de routes auraient pu voir le jour, peu de bâtiments, de grosses infrastructures auraient pu être édifiées en France. Cette dérogation est encadrée par le paragraphe 4 de l'article 411-2. Cette dérogation est délivrée par un arrêté préfectoral avec la réunion de 3 conditions cumulatives. Première condition, l'absence d'autres solutions satisfaisantes, à savoir que, par exemple, le bâtiment prévu ne pourrait pas être construit ailleurs ou la route ne pourrait pas être contournée cette zone où il y a des espèces protégées. Donc ça, c'est le premier élément du dossier de dérogation espèces protégées qu'il faut adresser. Il faut faire cette démonstration d'absence d'autres solutions satisfaisantes. Deuxième condition, il faut établir qu'il y a un maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Donc là, c'est assez technique. C'est un dossier en général réalisé par des écologues, des bureaux d'études spécialisés qui établissent cette condition. Et puis la troisième, qui est celle qui va plus m'intéresser moi en tant que juriste, c'est celle sur laquelle nous avons de nombreux contentieux et donc des annulations d'arrêtés préfectoraux. Il faut établir dans le dossier l'une des justifications prévues au petit a, b, c, d, e du paragraphe 4 de 411-2. On va dire, ça ne vous dit pas grand-chose. Donc, slide suivante. De quoi parlons-nous? Alors, il y a dans ces A, B, C, D, E toute une série de propositions. Celle qui nous intéresse, nous, par rapport à vos projets, c'est le quatrièmement. Il faut justifier que le projet s'inscrive dans… Je pense qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, il faudrait le fermer. Peut-être que Grégoire peut le faire. Merci. Il faut justifier que le projet s'inscrit dans l'intérêt de la santé. Merci. Et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. Donc, quand on édifie une route, un bâtiment, etc., l'intérêt de la santé, pas évident. L'intérêt de la sécurité publique, on le voit. Et en général, ce vers quoi nous allons, lorsqu'on bâtit ces dossiers de dérogation espèces protégées, on établit une raison impérative d'intérêt public majeur. Jusqu'à présent, il suffisait de justifier qu'il y avait des créations d'emplois, que cette construction d'immeubles était requise par rapport à un besoin de logements sociaux, par exemple. Pour rentrer dans cette raison impérative d'intérêt public majeur, c'est de moins en moins vrai au regard de la jurisprudence. Alors, comment comprendre et comment la jurisprudence nous explique la façon dont il faut analyser cette obligation de justifier d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Slide suivante. Donc, la première condition examinée, je vous le disais, c'est celle de la raison impérative d'intérêt public majeur. Et le Conseil d'État nous a bien dit qu'avant de regarder l'absence de solution alternative ou le maintien dans un état de conservation favorable, qui sont les deux autres conditions cumulatives, il va vérifier la raison impérative d'intérêt public majeur. Et dans les dossiers de dérogation espèces protégées, qui généralement, encore une fois, je dis, sont réalisés par des bureaux d'études spécialisés, de plus en plus, moi, on me demande, en qualité d'avocate, de remplir la partie raison impérative d'intérêt public majeur au regard de l'interprétation qu'en fait la jurisprudence. Et c'est là où je vais donc vous détailler ce qu'en pense la jurisprudence, dans la slide qui suit. Alors, la jurisprudence, on fait une interprétation stricte. On a une directive Habitat 92, mais qui cite des exemples.
Et du coup, ça donne une latitude aux juges français, aux juges nationaux, pour avoir leur propre approche de cette raison impérative d'intérêt public majeur. Le législateur, dans le Code de l'environnement, n'a pas davantage défini la notion et par conséquent, il y a une insécurité juridique parce que chaque dossier, chaque recours qui peut être formé par des associations, par des riverains, par des opposants à un projet, qui va s'opposer au projet sur cet élément-là, d'absence de raison impérative d'intérêt public majeur suffisamment solide dans la demande de dossier de dérogation espèces protégées pour obtenir et demander l'annulation de l'arrêté préfectoral dérogation espèces protégées. Et en obtenant cette annulation de l'arrêté préfectoral, c'est tout le projet qui tombe derrière. Alors, quelle est l'approche de la jurisprudence? Slide suivante. Vous aurez les slides, hein, j'ai eu des questions. Alors, pardon, la slide est arrivée. Interprétation stricte. Donc, l'intérêt public, on peut se dire, et la question s'est posée, est-ce que par intérêt public, il faut entendre uniquement des projets portés par une personne publique dans une démarche d'intérêt général? La réponse est non. Hein. La jurisprudence retient que des projets privés peuvent servir un intérêt public, à supposer que cet intérêt public soit démontré et qu'il présente un intérêt majeur. Donc déjà, l'intérêt public peut être porté par une personne publique ou une personne privée. Slide suivante. Le caractère majeur. Donc, encore faut-il que ce projet présente un caractère majeur et une raison impérative. Alors, que nous dit la jurisprudence? L'intérêt économique, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le projet doit intrinsèquement présenter un intérêt public majeur du point de vue économique et social. Quelques exemples, hein, création d'emplois dans une zone en carence d'emplois, développement économique et touristique du secteur, création d'une infrastructure essentielle ou d'une filière stratégique. Mais là encore, faut-il, quand bien même on a ces conditions-là qui sont réunies, n'oublions pas que derrière, il faudra pouvoir justifier qu'il n'y a pas de solution alternative satisfaisante. Et la jurisprudence, dans certains dossiers, elle a pu retenir la raison d'intérêt public majeur, mais derrière, elle a annulé l'arrêté préfectoral pour dire, certes, il y a un intérêt public majeur, mais il y avait d'autres solutions alternatives. Ou alors, vous n'avez pas fait la démonstration qu'il n'y avait pas d'autres solutions alternatives. Donc, il y a une analyse casuistique très, très précise par les juges de ces conditions cumulatives. Et dernier point, mon dernier bullet point, en outre, le juge exige la démonstration que les projets existants ou en cours ne permettent pas de satisfaire ses besoins de création d'emplois, de création d'infrastructures et autres. Donc, il y a une obligation dans ce dossier d'être très, 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 très large et pas simplement centré sur son projet. C'est un projet dans un contexte global. Slide suivante. Ah ben c'est terminé. Alors, juste pour terminer, deux exemples de jurisprudence qui peuvent paraître sévères, mais voilà, c'est la jurisprudence d'aujourd'hui. Conseil d'État du 24 juillet 2019, Val Tolosa. C'était un projet de centre commercial de 60 000 m² sur une commune en périphérie de Toulouse avec une création de 1500 emplois. On peut se dire que toutes les conditions sont réunies. Intérêt public majeur, création d'emplois, on répond à un besoin sociétal. Le préfet avait bien évidemment suivi, puisqu'un arrêté préfectoral dérogation espèces protégées avait été délivré. Pour autant, saisi d'un recours en annulation contre cet arrêté préfectoral, le Conseil d'État a annulé l'arrêté préfectoral dérogation espèces protégées au motif que, 1, le territoire de l'Ouest toulousain est déjà desservi par plusieurs pôles commerciaux, que le schéma de cohérence territoriale établit que l'offre est suffisamment structurée en centres commerciaux, et, troisième élément, que le projet n'est pas soutenu par l'ensemble des acteurs institutionnels locaux et des oppositions de maires.
Donc, malgré la création et la promesse de création de 1500 emplois, le Conseil d'État a jugé, je cite, « Le projet ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur ». Et deuxième exemple pour illustrer mes propos, c'est l'affaire Benac, qui a été jugée par une cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 décembre 2019, pourvoi en cassation devant le Conseil d'État rejeté, donc décision devenue définitive, pourvoi rejeté le 29 juin 2020. De quoi s'agissait-il? Là, nous étions dans un projet d'une création d'une rocade de 3 km de sang qui contournait la ville de Benac, Cazenac, un projet de 32 millions d'euros, porté par le conseil départemental de Dordogne, donc la portée par une personne publique, pour un intérêt qui semble être quand même public, hein, de l'infrastructure. Et l'idée, c'est donc de contourner ce village de 550 âmes en expliquant que ça portait atteinte à ce village en termes de nuisances sonores et de qualité de l'air. La Cour d'appel a annulé l'arrêté préfectoral qui portait dérogation espèces protégées en jugeant, je cite, « Le projet ne saurait être regardé comme répondant à une raison impérative d'intérêt public présentant un caractère majeur au regard de, premièrement, la réalité des atteintes portées par le projet à un grand nombre d'espèces et à leur habitat, ainsi que l'amélioration des conditions de circulation apportées en 2017. Donc, en 2017, il y avait déjà eu des travaux rendant ce contournement moins utile. Il n'est pas inutile, mais il est moins utile. Et le Conseil d'État a donc annulé cette dérogation espèces protégées, ce qui a impliqué et ce qui implique de déconstruire ce qui avait déjà commencé d'être construit. Donc, c'est la raison pour laquelle le département de Dordogne, le conseil départemental avait formé un pourvoi en cassation avec un sursis à exécution de l'obligation de détruire ce qui avait déjà été édifié. Et aujourd'hui, le coût pour le conseil départemental de cette décision est de 40 millions. Mais ils n'ont plus de voie de recours pour s'opposer à cet arrêt. Donc voilà, en conclusion de mon propos, il y a un principe qui existe depuis très longtemps. Les espèces protégées doivent être protégées parce qu'elles répondent à des besoins ou alors il y a une érosion trop importante. On peut y déroger si on répond, si on adresse un dossier de demande de dérogation espèces protégées qui peut être inclus dans le dossier d'autorisation environnementale unique. Ce dossier de dérogation espèces protégées doit répondre à 3 conditions. Il faut vraiment muscler, mais de façon très sérieuse, très importante, la partie raison impérative d'intérêt public majeur, parce qu'aujourd'hui, tous les recours contre les dossiers de dérogation espèces protégées, contre les arrêtés préfectoraux, vont sur l'absence de démonstration suffisamment solide de la raison impérative d'intérêt public majeur. Et pour répondre, ça s'apprécie à l'échelle, oui, c'est une appréciation locale qui dépend en plus du projet. On est dans de l'appréciation, je ne vais pas dire subjective, mais un petit peu quand même, de la part des juges au regard d'une sensibilité locale et au regard d'un dossier tel qu'il leur a été présenté. Je vous remercie pour votre attention. Et je pense que le mieux, c'est de passer à des exemples concrets qui vont illustrer comment on réagit lorsque nous sommes face à un dossier, face à des espèces protégées. Merci, je vois dans le chat qu'il y a une synthèse nationale de la jurisprudence, oui, tout à fait, qui est excellente d'ailleurs, qui a été produite par la DREAL Occitanie, merci de le rappeler, avec le lien, donc vous aurez toute cette jurisprudence. Vous avez des guides et puis je passe la parole à Olivier Suterlin, qui n'est pas à l'écran, ce n'est pas Olivier qui est à l'écran. Je pense que c'est Monsieur Bieuzen peut-être, je ne sais pas qui était à l'écran. Olivier, je te passe la parole pour que tu nous expliques comment RTE fait face à la présence d'espèces protégées lorsque vous mettez en place des infrastructures linéaires. D'accord, merci Patricia. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Est-ce que vous voyez la présentation? C'est très bien, Olivier.
Ouais, ok. Bon, moi, je vais commencer. Donc voilà, je vais vous présenter effectivement un petit retour d'expérience. Alors, assez, assez juridique, donc ça viendra illustrer finalement les propos de Patricia qui étaient assez, assez complets, je trouve, concernant donc notre retour d'expérience sur la dérogation espèces protégées chez RTE. Alors, en fait, il y a trois stades dans lesquels cette question en fait, des dérogations espèces protégées peut se poser en fait, pour RTE. Le premier stade, c'est la réalisation de nouveaux projets, donc plutôt des grands projets, hein, effectivement. Et donc, il y a potentiellement des impacts à analyser sur les espèces protégées, espèces et habitats protégés, dans le cadre de l'étude d'impact, et des demandes de dérogation à faire. Il peut arriver aussi, ça nous est arrivé récemment, encore, enfin à plusieurs reprises d'ailleurs, qu'on ait en fait des travaux qui sont engagés finalement sur les projets. On a ou on n'a pas fait une demande de dérogation à espèces protégées, et puis du fait qu'on a ouvert le milieu, on a des espèces nouvelles qui arrivent et qui finalement colonisent en fait l'emprise des travaux. Et donc là, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut faire une modification de l'ensemble des autorisations qui ont été déposées, de certaines d'entre elles? Est-ce qu'il faut faire des nouvelles demandes d'autorisation? Donc, c'est un cas que je traiterai aussi. Et puis, on a le cas où le projet a été réalisé, les ouvrages ont été construits et se pose la question des opérations de gestion courante, obligation d'entretien, obligation de maintenance. En particulier pour RTE, il y a une obligation de coupe et d'élagage des arbres qui sont à proximité de nos lignes aériennes pour éviter les amorçages et donc garantir la sécurité en alimentation électrique du pays. Et donc, élagage, impact potentiel sur les espèces habitats protégés, et donc là aussi, interaction avec cette législation. Alors, première diapositive, c'est les quatre grandes étapes procédurales qui s'appliquent au projet de RTE. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail sur le sujet, mais c'est un peu un schéma alors, assez complet hein, sur la façon dont nos projets sont mis en œuvre depuis l'amont, donc la phase de concertation préalable. Hein. On est soumis, comme beaucoup de maîtres d'ouvrage pour nos projets, à une phase de concertation amont, concertation préalable. Et en plus de ça, on avait déjà, avant les réformes de 2016, en fait, une concertation spécifique qui s'appelle la concertation Fontaine, du nom de l'auteur d'une circulaire. Concertation dédiée aux ouvrages du réseau de transport d'électricité et qui finalement en fait se surajoute avec la phase de concertation préalable qui a été ensuite entérinée par le législateur. On a ensuite une phase de déclaration d'utilité publique parce que RTE est gestionnaire d'un service public et donc nos ouvrages finalement participent d'une utilité publique et donc il y a une déclaration particulière. Une phase d'autorisation, et c'est là qu'on va retrouver notamment la phase d'autorisation environnementale lorsqu'on est concerné notamment par une autorisation loi sur l'eau et de fait, qui dit autorisation environnementale peut aussi vouloir dire dérogation espèces protégées, parce que la dérogation espèces protégées rentre dans l'autorisation environnementale. Si on n'est pas soumis à autorisation environnementale et qu'on a des impacts sur les espèces protégées, on peut aussi avoir une dérogation espèces protégées à demander de façon propre, de façon ad hoc. Et puis derrière, ça va moins concerner notre sujet, mais c'est la phase de servitude, d'expropriation éventuelle. Là, encore une fois, pour garantir finalement la pérennité, le bon fonctionnement de nos ouvrages et puis limiter aussi les impacts sur les propriétés, notamment les propriétés privées. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la dérogation espèces protégées chez nous, elle intervient vraiment au troisième stade, en fait, au stade de l'obtention des autorisations. Mais elle peut être en lien finalement avec des phases qui sont antérieures, notamment parce que, Patricia l'a dit, l'une des conditions d'obtention de la dérogation espèces protégées, c'est la démonstration d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Elle a marqué l'intérêt avec la notion d'intérêt public, et donc ça, c'est des choses qui s'apprécient finalement dès la déclaration d'utilité publique. Donc, il y a possibilité aussi que de façon à être un petit peu en avance de phase, en fait, on développe des éléments en amont pour préparer les demandes de dérogation espèces protégées qu'on va devoir faire en aval. Alors, plus concrètement, donc, au niveau des projets, donc, le but, hein, l'objectif principal, c'est vraiment d'évaluer au plus tôt,
donc le plus en amont possible, les impacts du projet sur les espèces et habitats protégés. Donc, c'est à travers l'étude d'impact, hein, bien évidemment, que cette évaluation s'effectue. Il y a une réalisation, un suivi des études faune-flore. Alors, bien sûr, c'est en général quelque chose qui est effectué par les bureaux d'études auxquels on a recours. On peut avoir une difficulté parce que la façon dont les projets sont menés chez RTE, c'est qu'on part d'abord en fait d'un tracé en fait qui va être assez général, un tracé linéaire. On va dire voilà, potentiellement notre ligne électrique, on peut la faire passer dans un couloir qui va être assez large. Et puis progressivement, au fur et à mesure qu'on va faire la concertation, on va affiner la démarche et on va arriver à un tracé qui va être un peu plus précis jusqu'à arriver au tracé de détail. Et c'est vraiment sur le tracé de détail que finalement nos ouvrages vont s'insérer. Donc la difficulté, c'est arriver finalement à avoir des éléments suffisamment précis sur les impacts espèces habitats protégés sur un périmètre qui va être assez large, mais qui va au fur et à mesure se réduire. Alors, quand on est à une échelle assez large, hein, sur le tracé général, il peut être un peu compliqué en fait d'avoir un suivi faune-flore qui soit vraiment détaillé parce qu'on est sur des espaces qui sont assez vastes. Donc, pour résoudre cette difficulté, on peut s'appuyer sur les données bibliographiques et les données cartographiques. Alors, les données bibliographiques, ça peut être les évaluations environnementales qui auront été réalisées par d'autres maîtres d'ouvrage précédemment à la nôtre, les rapports d'incidence environnementale élaborés par les auteurs de plans et programmes, même si à ce jour, il y a encore beaucoup d'insuffisances à ce niveau-là. Et puis, cartographie, donc c'est la cartographie des zones sensibles, zones Natura 2000, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, la présence de réserves naturelles. Voilà, là, on va dire, tiens, là, il y a quand même une sensibilité, donc potentiellement, il y a un impact quand même espèce habitat protégé. Donc, on va arriver finalement à croiser en fait avec ces données quelque sorte générique et les données générales de notre projet, arriver à affiner un petit peu déjà la situation. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la réalisation du projet, donc on va pouvoir vraiment avoir des données de plus en plus précises avec des relevés écologiques. Alors ensuite, donc l'évaluation des impacts, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce qui va réclamer une dérogation espèce protégée, c'est les impacts qui sont significatifs d'une part et les impacts intentionnels. Alors, là aussi, il faut se référer à la jurisprudence, hein, notamment celle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a indiqué que les impacts intentionnels sur les espèces habitats protégés, c'était ceux déjà qui étaient manifestement ou délibérément souhaités. Donc, on souhaite porter atteinte à une espèce habitat protégé. Bon, pour nos projets, c'est quand même assez rarement le cas. Mais c'est aussi les impacts qui étaient acceptés. C'est-à-dire ceux qu'on avait identifiés, on s'est dit, bon, bah, on a un impact, on y va quand même. Et donc, dans ce cas-là, l'impact intentionnel ou le caractère intentionnel de l'impact est quand même caractérisé. Alors, là, ça peut susciter pas mal de débats. C'est vraiment à dire d'experts. Donc, c'est le bureau d'études qui va se positionner, les experts internes à l'entreprise. Il peut y avoir des échanges avec l'autorité environnementale, avec les instances scientifiques du type Conseil national du patrimoine naturel, Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour savoir est-ce que l'impact est significatif ou non, est-ce que l'impact est intentionnel, comment est-ce qu'on va gérer les impacts éventuellement accidentelle aussi. Est-ce que ça va justifier une demande de dérogation? Là, on est dans la partie un petit peu dialogue, concertation, hein, ce que je vous ai mis en bas de diapositive. On a l'expertise technique et scientifique, mais qui va être éclairée, qui va être complétée par vraiment une exigence de dialogue, de concertation avec les parties prenantes et en particulier avec les instances qui vont être consultées sur la dérogation espèces protégées et sur l'étude d'impact. Bien également considérer dans l'évaluation des impacts l'approche dynamique. Et là, je mentionne la logique fonctionnelle de Natura 2000 parce que finalement, c'est un peu la même problématique. La protection des espèces habitats protégés, donc l'article L411-2 du Code de l'environnement, et la façon dont on va aborder les incidences sur les zones et le réseau Natura 2000, c'est la même approche, avec les mêmes exigences pour obtenir une dérogation en cas d'impact. Et dans le cas de Natura 2000, ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas uniquement l'emprise sur une zone protégée, l'emprise sur un site Natura 2000 qui va être regardée, mais c'est également l'impact sur le réseau en tant que tel, et notamment donc avec cette prise en compte de la logique fonctionnelle du réseau Natura 2000, parce que le réseau Natura 2000, c'est un réseau. Une de ses vocations, c'est que les espèces protégées qui sont inféodées à des zones particulières, à des sites Natura 2000, doivent
pouvoir circuler d'un site Natura 2000 à un autre site Natura 2000. Et donc, il faut tenir compte de la logique de déplacement des espèces. Ce qui veut dire que lorsque vous avez un projet qui n'empiète pas sur une zone Natura 2000, il faut quand même malgré tout regarder l'impact que le projet peut avoir sur le réseau Natura 2000 dans son ensemble en tenant compte de la logique de déplacement des espèces. Et à cet égard, il y a un arrêt très intéressant de la Cour de justice de l'Union européenne, alors qui ne concerne pas la France, mais l'Allemagne, avec une usine, c'était un barrage hydroélectrique. Et ce que disait la Cour de justice, c'est vous avez un barrage là, qui a des impacts potentiels sur une population de saumon, et vous devez regarder l'impact que votre projet a sur le réseau Natura 2000 en tenant compte d'une zone Natura 2000 dans laquelle les saumons vont se reproduire, qui est située à 600 km en amont. 600 km en amont. Donc, ça vous donne bien une idée là de l'impact fonctionnel de ce réseau. Et pour la dérogation espèces protégées, c'est un peu la même logique. Alors, on ne vous demande pas forcément systématiquement d'aller regarder ce qui se passe à 600 km, mais il faut tenir compte vraiment de la logique de déplacement des espèces concernées à proximité de la zone d'emprise du projet. Je l'ai déjà dit, pas d'impact intentionnel significatif, du coup, pas de dérogation, mais c'est vraiment un point important à justifier. Sur la justification des demandes de dérogation et sur les 3 conditions, les 3 exigences absolument essentielles qu'a mentionné Patricia, oui. Donc, sur la première, la raison impérative d'intérêt public majeur, oui, effectivement, c'est la plus compliquée généralement pour les maîtres d'ouvrage à justifier. C'est celle qui donne le lieu à plus de contentieux et qui amène le plus d'annulations d'autorisation. Alors, côté RTE, on a des éléments qui sont bien évidemment intéressants de notre côté, parce qu'on a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui indique de façon explicite que l'objectif d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en électricité d'un État membre constitue une raison impérative d'intérêt public majeur. Donc, on est déjà un peu confortable par rapport à ça. Ceci étant, on ne peut pas s'appuyer uniquement là-dessus. C'est un indice, mais il faut qu'on montre que le projet qu'on va réaliser, en fait, eh ben, effectivement, garantit ou sert la sécurité d'approvisionnement en électricité. Donc, on a quand même des éléments objectifs ou des justifications techniques, économiques à apporter pour montrer qu'on est bien en présence d'une raison impérative d'intérêt public majeur qui peut être donc mis en balance avec le régime de protection stricte des espèces et habitats. Concernant l'absence de solutions alternatives satisfaisantes, alors là, c'est ce que je disais précédemment par rapport aux différents stades en fait, de notre processus d'autorisation administrative. C'est quelque chose qui peut s'apprécier au stade de la déclaration d'utilité publique, parce que c'est à ce moment-là où on va caractériser finalement l'utilité publique du projet. Et donc, il y a un lien assez évident avec la démonstration de la raison impérative d'intérêt public majeur. Et au niveau de la déclaration d'utilité publique, il va falloir montrer déjà, c'est l'un des éléments en fait, qui est regardé par l'autorité compétente et puis qui est vérifié derrière aussi par le juge administratif, vérifier que finalement le projet en fait, ou le scénario qui est retenu ne génère pas de conséquences disproportionnées, notamment pour l'environnement, et que donc le scénario retenu est un scénario satisfaisant en comparaison de scénarios alternatifs. Donc, c'est déjà une démonstration en fait, qu'on va apporter au stade de la DUP. Mais comme je le disais, ce n'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter à ce moment-là, parce que les mesures d'évitement qu'on peut mettre en œuvre, on peut les mettre en œuvre finalement jusqu'au moment en fait, où on va définir l'emplacement exact des pylônes lorsqu'on est sur une ligne électrique aérienne. Et donc, par exemple, si on repère en fait, lors de la phase vraiment travaux, donc à un stade vraiment très concret, qu'il y a une espèce protégée, alors généralement, ce qu'on observe, c'est plutôt des espèces de flore. Hein. C'est des fleurs protégées du type orchidée, par exemple. Et donc, là, on a des stations floristiques et donc, on est en mesure de les éviter, y compris sur la phase travaux. On va baliser la zone, on va contourner finalement l'espèce. Et donc, c'est pour dire que l'évitement, ce n'est pas uniquement au stade amont. Il y a une partie très importante qui se fait au stade amont sur l'évitement géographique, sur l'évitement temporel pour éviter, par exemple, d'avoir des travaux bruyants en période de nidification des oiseaux. Mais ça peut être aussi à un stade très concret, très aval sur justement la réalisation des travaux et sur le balisage en fait vraiment de la zone des travaux. Et ensuite, donc, on a cette exigence tenant au maintien dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats. Donc là, c'est vraiment à dire d'experts aussi, hein, et sur la base des mesures d'évitement, de réduction et de compensation. Donc avec un gros travail requis déjà hein, pour alimenter le sujet par le bureau d'études, et puis
encore une fois, négociation, discussion, concertation avec autorités environnementales, services instructeurs, CNPN, CSRPN. Et potentiellement aussi, bien sûr, les associations de protection de l'environnement avec lesquelles il est très important en fait, d'établir un dialogue. Alors, deuxième stade, finalement, et difficulté importante, c'est lorsque on a fait une demande d'autorisation environnementale ou une demande de dérogation espèces protégées, et puis les travaux ont commencé à être lancés et il y a une nouvelle espèce en fait, qui est repérée sur la zone d'emprise des travaux. Alors là, plusieurs situations en fonction du moment où on se trouve dans la phase administrative. Lorsqu'on on a un dossier de demande d'autorisation environnementale qui intègre une DEP qui a été déposée. Donc, il doit y avoir un avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou du Conseil national du patrimoine naturel. Le CSRPN ou le CNPN n'ont pas rendu d'avis. Dans ce cas, on peut toujours modifier la demande d'autorisation environnementale et l'étude d'impact pour intégrer les nouvelles espèces qu'on a identifiées. Comme ça, on a un dossier complet en fait, qui est soumis à l'avis des instances scientifiques. Et puis, derrière, à travers l'étude d'impact, à la connaissance du public. Lorsque le CSRPN ou le CNPN a déjà rendu un avis, alors, il faut modifier l'étude d'impact, là encore une fois, pour que dans l'enquête publique, le public soit totalement averti de ce qui a été trouvé en termes d'espèces protégées sur le projet. Mais là, pas forcément nécessaire de ressolliciter le CSRPN ou le CNPN si jamais il y a des nouvelles espèces. En revanche, il faudra bien mentionner dans l'autorisation environnementale et dans la partie dérogation espèces protégées qui va être délivrée par l'autorité compétente, l'ensemble des espèces qui ont été repérées. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il n'est pas forcément nécessaire de relancer une procédure? Parce qu'on a des illustrations jurisprudentielles qui nous disent que la procédure, la demande de dérogation espèces protégées doit être relancée, doit être renouvelée uniquement sur les impacts ou sur un caractère significatif. Le seul fait d'avoir une espèce qui est nouvelle ne requiert pas forcément tout le temps, systématiquement, une nouvelle consultation du CSRPN ou du CNPN. Il y a finalement un seul cas de figure dans lequel il faut relancer une demande de dérogation, c'est le cas où l'avis sur le dossier a été rendu par le CSRPN, donc au niveau régional, et que l'espèce protégée nouvelle que l'on a repérée relève de la compétence du CNPN, et puis aussi potentiellement de la compétence du ministère de l'Environnement. Dans ce cas-là, effectivement, on est sur un hiatus en termes de compétences et il faut corriger la situation, sinon derrière, ça peut être un vice de procédure, un vice de forme et conduire à une annulation. Lorsqu'on a une demande d'autorisation environnementale, inversement, qui n'intègre pas de dérogation espèces protégées, donc là, pas le choix, il faut modifier la demande d'autorisation et il faut intégrer une dérogation espèces protégées. Lorsqu'on a une autorisation environnementale, pour le coup, qui a déjà été délivrée et qui intègre une dérogation espèces protégées, que les travaux ont commencé, qu'on voit apparaître de nouvelles espèces. Donc là, il faut informer le préfet, c'est un porté à connaissance. Et en fonction de la situation, en fonction de l'impact en fait, qu'on va réussir à caractériser, en fonction des mesures d'évitement, de réduction, de compensation qu'on a déjà identifiées dans l'autorisation environnementale, donc, on va considérer soit que les prescriptions de l'autorisation environnementale sont suffisantes, donc le fait qu'il y ait une nouvelle espèce, en fait, peut être géré en mettant en œuvre les mesures d'évitement, de réduction, de compensation qui ont déjà été prescrites. On peut avoir des prescriptions complémentaires, donc fixées par un arrêté préfectoral complémentaire, et puis on peut avoir, lorsqu'on a vraiment un impact significatif, que les mesures évitement, réduction, compensation ne sont pas suffisantes parce qu'on est sur une espèce qui est un petit peu iconique finalement, ou qui présente des caractéristiques très particulières. Donc là, on peut avoir une modification de l'autorisation environnementale avec une nouvelle dérogation espèce protégée potentiellement. Lorsque l'autorisation environnementale a été délivrée et qu'elle n'intègre pas de dérogation espèces protégées, donc là, pas le choix, il faut faire modifier l'autorisation environnementale et il faut intégrer une dérogation espèces protégées. Voilà, dans tous les cas, ce qui est vraiment clé, c'est de vraiment bien caractériser, bien évaluer l'impact sur l'espèce qu'on a identifiée et surtout bien appliquer les mesures d'évitement, de réduction, de compensation. Parce que, encore une fois, si on arrive à éviter l'impact, si on arrive finalement à ce que l'espèce ne soit pas affectée par nos opérations, il n'y a pas besoin de déposer une demande de dérogation.
Alors, le troisième cas, le dernier cas, c'est le cas des opérations de gestion courante. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la démarche éviter, réduire, compenser, aujourd'hui, depuis 2016, depuis la loi sur la reconquête de la biodiversité, elle a été rattachée au principe général de prévention dans le Code de l'environnement. Donc, elle est rattachée à un principe général du droit de l'environnement. Et cette démarche éviter, réduire, compenser, elle ne s'impose pas uniquement au stade du projet. Finalement, elle a une vocation beaucoup plus générale que ça. Deuxième élément à bien garder en tête, c'est que la protection stricte des espèces et des habitats protégés ne s'impose pas uniquement à une liste d'activités. Donc, c'est très différent finalement de ce qu'on peut avoir pour, par exemple, l'évaluation environnementale. L'évaluation environnementale, vous avez une nomenclature de l'évaluation environnementale avec une liste de projets, d'opérations soumises à étude d'impact ou à examen au cas par cas. Pour la protection des espèces habitats protégés, vous n'avez pas de liste. Donc, c'est n'importe quelle activité, même les activités individuelles, finalement, peuvent être soumises à une demande de dérogation. Ce n'est pas uniquement les activités professionnelles. Donc, le scope est potentiellement extrêmement large. Côté RTE, donc, je le disais, on est tenu à une obligation d'entretien des lignes électriques pour assurer la sécurité d'alimentation du pays. Et donc, on est notamment tenu de faire des élagages en fait, sous les lignes. Alors, on a plusieurs cas de figure finalement pour les projets qui sont encore à réaliser, les projets de construction d'ouvrages. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'anticiper finalement dès l'étude d'impact les impacts qui vont être liés à ces opérations de gestion courante, donc ces opérations d'élagage. Donc ça suppose de faire le lien finalement avec la présence ou la proximité d'espèces d'habitats protégés par rapport à nos ouvrages, de déterminer les impacts. Alors là, ça va être les impacts génériques liés aux opérations d'élagage. Donc, c'est en fonction du mode opératoire, finalement, quels engins on va utiliser, est-ce que c'est des engins bruyants, à quelle période on va intervenir. Et puis, on va définir en fonction de ces impacts des mesures d'évitement, de réduction, de compensation qui peuvent donner lieu à des prescriptions spécifiques et à l'élaboration d'un plan de gestion. Donc finalement, plus on anticipe finalement les impacts des opérations de gestion courante, plus après derrière, on est, je dirais, tranquille pour mener à bien ces opérations dans le respect de la réglementation et en évitant de causer finalement un impact aux espèces habitats protégés ou alors en étant couvert par des mesures qui vont être déjà prescrites par l'autorité compétente. Pour les ouvrages existants, donc ceux qui ont déjà été autorisés, et vous en doutez pour un RTE, pour les ouvrages de transport d'électricité, on a des ouvrages qui sont parfois très anciens et qui finalement préexistaient à ces exigences législatives et réglementaires. Donc là, il faut finalement refaire le travail, il faut évaluer le risque. Donc, déterminer la présence ou la proximité d'espèces habitats protégés par rapport à nos ouvrages. Donc là, en s'appuyant sur les données disponibles, les bibliographies, les études d'impact d'autres maîtres d'ouvrage ou d'auteurs de plans et programmes, les données cartographiques, encore une fois, vérifier s'il y a des proximités avec des zones Natura 2000, des réserves naturelles, des SNIEF, etc. Et puis, éventuellement, lorsqu'on est vraiment sur des sites qui présentent une grande sensibilité, à ce moment-là, ne pas hésiter à faire passer un écologue qui va apporter son expertise et vraiment regarder plus en détail quels sont les impacts potentiels par rapport à ces ouvrages et par rapport aux opérations de gestion courante. Et puis, une fois qu'on a effectivement clarifié l'état des lieux, c'est définir des mesures d'évitement, de réduction, de compensation. Donc là, ça peut donner lieu à des prescriptions spécifiques, donc par arrêté préfectoral, par exemple, ou bien élaboration d'un plan de gestion qui va être validé finalement par les autorités compétentes, qui peut être éventuellement élaboré d'ailleurs en concertation ou en partenariat avec une association de protection de l'environnement, avec des experts publics en fait sur ces questions-là. Et le sujet peut-être le plus compliqué, mais qu'il ne faut pas hésiter à prendre à bras le corps. Alors, ça va concerner essentiellement, pour le coup, nos opérations, pas forcément vos activités, mais c'est établir un mode opératoire pour les interventions en cas d'urgence. Et on en a quelques-unes chez RTE, vous vous en doutez bien évidemment, en cas de tempête, lorsqu'il y a des dégâts qui sont causés en fait sur les ouvrages du réseau public de transport d'électricité, il faut intervenir pour établir le courant. Et dans ce cas-là, il peut effectivement y avoir des zones qui sont très sensibles dans lesquelles il faut qu'on intervienne en urgence. Et donc, il faut caler le mode opératoire, généralement avec les autorités compétentes.
Donc là, on retrouve finalement cette exigence de combinaison entre l'expertise technique, scientifique liée à ces opérations d'entretien, de maintenance, et puis dialogue, concertation avec les parties prenantes, et notamment avec les instances concernées, les services instructeurs. Voilà, merci pour votre attention et je reste disponible par la suite sur Oui, le sujet pour des questions. merci Olivier, c'était très, très clair, ça vient bien compléter, comme tu l'as annoncé, mon introduction juridique. Et justement, il y a une question qui fait totalement écho à ta dernière slide. Existe-t-il des dérogations pour des opérations de maintenance, fauche, défrichement, réalisées pour des raisons de sécurité qui peuvent impacter des espèces protégées avec des contraintes de temps qui ne permettent pas la réalisation d'un dossier d'1 an, et notamment l'étude faune-flore 4 saisons? Quel est le positionnement de RTE vis-à-vis de la maintenance sous ces lignes? Donc, ça reprend un petit peu ce que tu as évoqué, mais en répondant peut-être plus directement à la question, est-ce que tu peux… Oui, bah, ça rejoint ce que je disais en fait finalement. Comme on n'a pas de liste d'activités, tout impact significatif aux espèces habitat protégées en fait est potentiellement soumise donc d'une part à interdiction et d'autre part s'il y a impact donc à dérogation. Donc oui, c'est potentiellement soumis à dérogation espèces protégées. Et donc, c'est là où effectivement il y a quelque chose à anticiper. Alors, ce n'est pas une problématique, hein, bien sûr, qui est exclusive à RTE. On a des échanges avec d'autres entreprises qui présentent en fait pour lesquelles il y a les mêmes difficultés. Il n'y a pas encore pour l'instant, et il n'y aura pas, je pense, de modification des textes sur le sujet. Ça déjà, c'est quelque chose dont il faut être à peu près certain. Ce qu'on peut avoir éventuellement, c'est des lignes directrices élaborées notamment par le ministère de l'Environnement ou bien en régional sur le sujet. Il y a notamment actuellement une révision qui est en cours des lignes directrices du ministère de l'Environnement sur la protection stricte des espèces habitats protégés pour tous les aménagements et les infrastructures. Donc, c'est en cours. Il est possible en fait que cette question soit également abordée. Et finalement, le mode opératoire à mettre en œuvre, c'est celui que je décrivais dans la dernière diapositive. C'est effectivement en fait déjà entrer en concertation finalement avec les autorités compétentes sur le sujet pour définir un mode opératoire là-dessus. Ça peut prendre effectivement du temps, mais c'est quelque chose qu'il faut voir en fait comme étant une démarche pérenne parce que ça ne se fait qu'une fois. Donc, à partir du moment où vous avez identifié des zones sensibles, en fait, ça ne se fait qu'une fois, cette identification. Et après, derrière, vous pouvez avoir finalement un mode opératoire qui va être défini et qui va requérir ou non, en fonction de la façon dont vous allez réussir à gérer vos impacts, une dérogation espèce protégée. Le but étant, bien sûr, d'éviter d'avoir une dérogation espèce protégée à renouveler tous les ans. Donc, soit vous arrivez à gérer vos impacts en fait en évitant les impacts, donc avec votre mode opératoire, moyennant quoi pas de dérogation, soit vous avez les impacts significatifs qui sont liés à cette opération de maintenance, donc la dérogation est requise. Et là, il faut essayer de voir si une dérogation pluriannuelle est possible. On a des cas chez RTE, on a une dérogation pluriannuelle, des cas très particuliers, notamment pour des nids de cigognes, parce que les oiseaux n'hésitent pas à nicher sur nos pylônes. Et donc là, lorsqu'on a une opération de maintenance à réaliser sur les pylônes en question, il peut y avoir potentiellement un dérangement des espèces qui s'y trouvent. Donc, potentiellement dérogation. Et là, dans certaines régions, et c'est notamment le cas sur le Grand Est, hein, bien sûr, pour les cigognes, dérogation pluriannuelle, mais d'aussi validée avec l'ADREAL et avec la LPO en local. Oui, merci Olivier. Donc, je pense qu'il faut retenir qu'on est dans une situation d'urgence, des raisons de sécurité, et que le cadre juridique reste le cadre juridique de droit commun, avec peut-être quand même une appréciation au local face à un enjeu de sécurité qui sera, tu l'as évoqué, hein, dans une logique de dialogue, de concertation. Il y a une balance, il y a toujours des intérêts en balance, et l'exigence d'une étude faune-flore 4 saisons, je pense que tout le monde va s'asseoir dessus si la sécurité humaine est en jeu. Je pense qu'il y a aussi quand même du bon sens de la part de tous les acteurs. Et une autre question, le zonage. J'ai beaucoup de coupures, c'est que moi, je pense, tout le monde entend bien. Oui, je pense malheureusement que ce n'est que vous, peut-être vous déconnectez, vous reconnectez. Une autre question, rapidement, le zonage du PLU en zone d'activité industrielle et commerciale est-il un prérequis incontournable pour défendre la raison d'intérêt public majeur du projet? Je
vais apporter ma réponse. Je ne raisonnerai pas en termes de prérequis, je raisonnerai en termes de l'un des éléments parmi d'autres, voire incontournable, parce que si votre projet ne rentre pas et n'est pas conforme au plus, de toute façon, ça ne passera pas. Donc, d'un strict point de vue juridique, il faut que votre projet soit conforme au plus. Et c'est un élément parmi d'autres qui permettra de défendre la raison impérative d'intérêt public majeur, mais ce ne sera certainement pas le seul élément. Qu'en penses-tu, Olivier? Oui, je partage. C'est un élément qui va se regarder à la limite plus au niveau de l'étude d'impact d'ailleurs, mais pas forcément en fait sur la condition de raison impérative d'intérêt public majeur. Raison impérative d'intérêt public majeur, ce qu'il faut bien retenir, c'est que donc le projet en fait doit répondre à un enjeu qui dépasse l'échelle du seul projet. Donc ça doit être apprécié donc soit à un niveau au moins régional, voire national ou européen ou mondial. Et c'est assez intéressant parce que il y a eu un arrêt, enfin 2 arrêts récents du 15 avril 2021, je crois, du Conseil d'État, qui s'est prononcé justement sur deux situations différentes. C'était des projets de production d'énergie renouvelable. Il y avait un parc éolien dans un cas et un barrage dans l'autre cas. Alors, dans un cas, le Conseil d'État a annulé la dérogation espèce protégée qui avait été accordée. Dans l'autre cas, elle a annulé en fait la décision de la Cour d'appel qui avait annulé les dérogations. Donc, elle a validé en fait la dérogation. Et ce qu'elle dit notamment, alors, c'est un peu le Conseil d'État le dit à contrario parce que c'est dans la décision en fait qui annule la dérogation espèce protégée. Et elle dit voilà, la raison impérative d'intérêt public majeur en fait n'est pas rapportée. Mais ce que dit le Conseil d'État, enfin, ce qu'il semble dire, c'est que si le maître d'ouvrage avait démontré que son projet de production d'énergie renouvelable se rattachait de façon précise et même modeste, à l'objectif de réduction des gaz à effet de serre, à ce moment-là, il aurait participé finalement à un enjeu qui est un enjeu d'intérêt public majeur, et donc cette dérogation espèce protégée, en tout cas, aurait pu être validée sur ce terrain-là. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, même lorsqu'on a un projet qui est modeste, en fait, je ne dirais pas à surenchérir, parce qu'il faut aussi quand même que ça reste acceptable, mais à contextualiser de façon plus globale, en fait, cette exigence. Merci beaucoup, Olivier. La question qui suit me permet de faire la transition avec Bruno Cagroen, directeur de projet Socotec. Bruno, pour nous expliquer un petit peu les diagnostics, comment un bureau d'études techniques tel que Socotec, qui est là pour aider à la constitution des dossiers de dérogation espèces protégées, voire à les constituer du début à la fin. Donc, quelle est votre approche de diagnostic? Et la question à laquelle vous pourrez répondre, c'est: avez-vous un programme d'identification des zones sensibles? Bruno, je vous passe la parole. Je vois quelqu'un lever la main. Je vous propose de poser votre question dans le chat. On verra à la fin si on peut, parce que vous êtes très nombreux, donc c'est compliqué de donner la parole. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Bruno, vous avez la Bonjour parole. à tous. À vous, bureau d'études. Merci. Merci, bonjour à tous. Oui, donc nous, on intervient sur ces thématiques faune flore à double titre. Bon, déjà, un tout petit mot sur Socotec. On a une implantation mondiale, mais on a la plupart de nos collaborateurs aujourd'hui qui sont sur le territoire métropolitain en France, sur plusieurs activités et plusieurs types de projets. Enfin, je pense qu'on couvre l'ensemble des types de projets immobiliers qu'on peut trouver. Et nos activités de contrôleurs techniques, je pense que la plupart des personnes présentes le savent. On travaille aussi sur les infrastructures, en relation notamment infrastructures linéaires, mais aussi de génie civil qu'on peut avoir. Des activités sur l'équipement et l'industrie qui nous intéressent aussi. Et du coup, 2 métiers que j'essaie de représenter aujourd'hui, les sujets de l'évaluation environnementale et de l'accompagnement des projets dans leur procédure administrative, notamment études d'impact, et donc les inventaires faune flore, et puis les sujets d'accompagnement, on va dire, en termes de démarche environnementale des projets qui sont un peu moins liés à des objectifs réglementaires, mais justement parce qu'il y a des sujets faune flore, peuvent s'y rattacher. Donc, quelques projets sur lesquels on intervient, mais c'était juste pour représenter aussi comment on intervient, soit en tant qu'expert faune flore, donc en amont, pour regarder les enjeux faune et flore sur le site, soit justement dans l'accompagnement des projets sur différents sujets. Alors, juste pour recadrer le sujet et aussi pour
peut-être recontextualiser. Alors, effectivement, la loi en France, elles sont toutes issues de cette loi sur la nature de 1976. Il y a des signes aujourd'hui que les besoins de maîtriser ces sujets de la faune et de la flore, et donc peut-être ces moyens qu'ont trouvé les États de protéger certaines espèces et certains espaces sont essentiels justement pour éviter d'aller vers une extinction de masse et d'aller vers des catastrophes écologiques qui sont pour le coup en cours. C'est aussi documenté que tout ce qui est changement climatique, donc je vous invite aussi à prendre connaissance de ces enjeux. Les grands enjeux, enfin les grandes causes principales, c'est l'introduction d'espèces invasives qu'on peut avoir, la pollution et forcément donc, le travail des hommes sur les habitats naturels, la surexploitation des terres, la destruction des habitats, et puis donc le changement climatique, tout ça étant lié effectivement et ayant un impact important sur la biodiversité. Donc, les diagnostics faune-flore sur lesquels on intervient, on peut être amené à les pratiquer dans deux cas. Soit, effectivement, on est dans un cadre réglementaire, avec, dans le cadre de demande, de dossiers d'aménagement, de dossiers sur l'eau, de dossiers ICPE aussi. Encore une fois, pour tout type de projet, y compris les infrastructures linéaires, où, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où il y a un sujet sur un habitat naturel, on peut être concerné par cette procédure. Et puis, on est aussi dans le cadre d'opérations où on peut avoir une prise en compte de la biodiversité qui peut venir du maître d'ouvrage, soit par sa politique RSE, soit parce qu'il a justement eu l'ambition d'avoir une certification immobilière qui intègre ces sujets de faune et de flore. Et dans ces deux cas, de toute façon, notre travail, ça va être d'évaluer les incidences du projet, des travaux, sur ces milieux naturels et les espèces qui sont présentes avant projet. Donc ça, on va faire ce diagnostic d'abord bibliographique, hein, comme ça a été présenté. C'est important de pouvoir regarder qu'est-ce qui a été fait dans les années précédentes à proximité du site, quels inventaires, quelles données publiques sont présentes, quels espaces naturels ou espaces protégés sont à proximité, parce que nous, avant d'aller sur le site, ça va nous permettre de pouvoir pré-identifier certains enjeux, parce que justement, là aussi ça a été dit par Olivier, il y a une communication et une connectivité des espaces, et un espace naturel, une SNEF, ou un espace protégé qui aurait été du coup déterminé par la présence d'oiseaux, par la présence d'espèces végétales ou d'insectes, si on a des milieux à proximité, une connectivité probable et des habitats aussi qu'on retrouve sur notre site, on va avoir une attention peut-être un peu plus importante sur ces sujets, et puis peut-être aussi un préalable auprès de notre maître d'ouvrage on a peut-être un sujet. Ça, ce sera, je pense que je le redirai plusieurs fois dans l'intervention, mais l'anticipation de ces sujets faune-flore, je pense que je ne le dirai jamais assez, il faut pouvoir le faire le plus tôt, justement pour qu'on en ait la connaissance et pour qu'on puisse avoir le temps sans justement mettre du coup, à risque le projet parce que ça n'a été pas traité au bon moment, peu traité ou justement pas regardé du tout. Là, encore pire. La deuxième phase, c'est évidemment d'aller sur le terrain pour qu'on puisse réaliser ce fameux inventaire et quand le site le requiert sur 4 saisons, effectivement, 1 an, pour pouvoir identifier au cours d'une année complète et pour cartographier aussi les enjeux de manière la plus exhaustive possible sur la présence de la faune, la flore, regarder aussi quels sont les paysages autour, les milieux présents, les continuités écologiques sur le site et en lien avec le site. Et donc, nous, on a un enjeu de compétences, d'expertise naturaliste, donc de savoir identifier la flore, les champignons, la mousse, en termes de faune, les mollusques, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les mammifères, donc, voilà, tout un tas de taxons qui sont qui sont potentiellement identifiables sur un site. Et encore une fois, on aura un enjeu préalable de pouvoir envoyer les bonnes personnes au bon moment de l'année pour aller faire les diagnostics. Voilà, ça c'est l'enjeu aussi méthodologique, parce qu'il faudra aussi démontrer dans le cadre de l'étude d'impact ou de la procédure équivalente que la compétence était là, les méthodologies étaient robustes, et que du coup, ce qu'on a trouvé sur un temps suffisant pour pouvoir apprécier
la qualité écologique du site et ses enjeux a été bien fait. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut trouver des choses qu'on a l'habitude de croiser et pour autant, ce lézard des murailles est protégé. Ce petit gravelot, pour le coup, on le trouve plutôt dans des milieux un peu ouverts, mais ils aiment bien justement ces milieux qui peut-être viennent juste d'être ouverts aussi, comme peuvent l'être les chantiers que nos maîtres d'ouvrage peuvent faire. Et c'est important aussi qu'on puisse être vigilant sur ces sujets-là à tout moment. En termes de milieux plutôt aquatiques, voilà, le crapaud calamite et un amphibien donc protégé. C'est pareil, il faut que soit au préalable, soit durant le chantier, on puisse être prudent vis-à-vis de leur présence potentielle. Et puis, vous l'avez cité, les orchidées, l'Ophrys abeille, qu'on peut aussi trouver sur certains sites, et où je suis assez d'accord avec vous sur l'évitement, qui est du coup peut-être plus simple dans le cadre d'espèces de flore, justement, où on réussit à mieux délimiter leur présence sur site. Donc, quand on a des espèces ou des habitats qui sont protégés, voilà, on les a identifiés, on les a cartographiés, on sait quand ils sont là, et donc on a notre devoir de conseil auprès de notre maître d'ouvrage. L'objectif derrière tout ça, encore une fois, de le regarder le plus tôt possible, probablement effectivement avant le permis de construire, mais ça peut arriver plus tard, notamment quand on est dans des procédures volontaires, comme le sont les certifications ou les labels environnementaux. Dans tous les cas, on est là, on a la connaissance maintenant, il faut éviter les aléas, sécuriser le projet et pouvoir analyser justement le risque, comme ça a été présenté aussi. C'est important qu'on puisse travailler avec la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, cette séquence d'éviter, réduire, compenser qui a été très bien présentée avant, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Mais l'important, c'est que justement, cette protection au maximum des espèces ou des espaces protégés puisse être travaillée sur le plan masse du site. Que les réductions des impacts en termes de chantier, en termes de projet, en termes d'exploitation aussi, puissent être travaillées aussi avec les différents acteurs intéressés. Et puis, in fine, pour les impacts restants, ceux qu'on n'a pas réussi à traiter en évitant et en réduisant et en les réduisant, pouvoir les compenser par des choses qui sont soit in situ, soit ex situ, pour justement pouvoir travailler cette compensation. Donc tout ça, on le fait à plusieurs temps du projet. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus, mais l'idée, c'est effectivement le plus tôt possible, au moment de la programmation, de l'identification du site, et puis du coup, en amont de ces procédures d'instruction d'autorisation, que ce soit le permis de construire ou en parallèle les études d'impact. Et puis, du coup, travailler cette séquence éviter, réduire, compenser par la végétalisation, la conservation d'espace, le coefficient d'occupation du sol, jouer avec et pouvoir plutôt travailler notre plan masse vis-à-vis de ces sujets d'évitement des impacts, mais aussi du travail sur la gestion de l'eau, sur la gestion des lieux de chaleur urbains, sur plein de sujets qui vont cohabiter sur la fonctionnalité du site aussi, évidemment, et sur le foncier qu'on veut y développer et l'activité qu'on veut y développer. Tout ça travailler à l'échelle du plan masse, pour qu'on ait des dossiers d'autorisation qui sont robustes sur ces sujets et qui intègrent la réponse de conception aux enjeux. On peut arriver aussi, dans le cadre notamment des projets logistiques, avec un contractant, et ce sera aussi présenté par GSE juste après, un peu une fois que le permis de construire est obtenu, et peut-être aussi une fois que les autorisations sont passées, notamment en termes d'études d'impact et études ICPE. Pour autant, vu qu'on peut avoir une nouvelle expertise Sunfloor, c'est un peu la contrepartie de cette démarche à ce moment-là, c'est que quand on cherche et que peut-être ça n'a pas été assez traité avant, ou qu'on avait une saisonnalité différente et une présence d'espèces différentes, on peut trouver des nouvelles choses. Et donc là aussi, on aura un enjeu pour accompagner pendant la fin de la conception avec le contractant ou les entreprises, ou pendant le chantier lui-même, quand on a des tranchées qui sont avec la pluviométrie remise en eau, et du coup peut-être des espèces, soit des têtards, soit
soit d'autres types d'espèces qui peuvent être à enjeu au mieux. Et le mieux, c'est encore de les anticiper. Je le redis encore une fois, je vous l'avais dit que j'allais les employer plus tôt. En termes de développement de la biodiversité ou de compensation, c'est important de pouvoir travailler aussi à l'échelle du site. Ça, c'est quelques exemples, et encore une fois, d'autres seront présentés après. On va pouvoir travailler sur l'accueil de la faune par des gîtes, des nichoirs, des milieux et des habitats à créer sur le plan masse, à créer ou à maintenir. Hein. Là, je n'ai pas fait de distinction particulière. On va avoir un enjeu aussi de connectivité de ces sites en termes de clôture. Si justement on a identifié qu'il y avait une continuité écologique qui était présente, soit parce qu'on avait de la petite faune qui passait, soit parce qu'encore une fois, on a peut-être des amphibiens sont périodiquement en transit entre des zones humides sur site et des choses qui se passent à côté. Voilà. Comment est-ce qu'on a travaillé le sujet avec les concepteurs pour travailler sur des clôtures perméables, par exemple, travailler sur l'éclairage, travailler sur la végétalisation des toitures. Hein. Il y a plusieurs lois qui encouragent la végétalisation tout ou partie de la toiture. La prochaine étant mise en vigueur en 2023, on l'attend, mais on peut l'anticiper aussi. Et tout ça participant à la qualité écologique finale du site. Je parlais de création d'habitats favorables à la biodiversité, que ce soit des mares, qu'on puisse retravailler avec les concepteurs les bassins de gestion des eaux pluviales. En l'occurrence, sur mon dessin, l'isolement relatif de ce bassin n'est pas forcément l'idéal vis-à-vis de la circulation ensuite des véhicules en exploitation. Mais voilà, c'était un exemple aussi pour présenter tout ça. Pourquoi est-ce que, donc, au-delà des aspects réglementaires où il faut pouvoir démontrer qu'on a eu une capacité d'intégration de la biodiversité au projet, on peut l'avoir fait aussi de manière volontaire dans le cadre de certification ou label. Je vous en ai remis quelques-uns ici. Des généralistes qui abordent tous plus ou moins finement ces questions d'écologie, mais qui se basent en général toujours sur un diagnostic écologique, diagnostic pendant lequel on peut trouver des enjeux qui deviennent réglementaires. Et donc là, à nous de les intégrer de manière sérieuse avec le maître d'ouvrage et avec le contractant si on est à ce stade du projet pour encore une fois traiter les sujets et faire toute la démarche de dérogation nécessaire si besoin. Et puis des dispositions qui sont soit sur la conception et donc le développement de la biodiversité sur site en termes de surface, en termes de qualité, en termes d'aménité aussi pour la faune et notamment la faune. Et puis aussi, comme a commencé à le raconter Olivier, qu'est-ce qu'on peut aussi faire sur la phase d'exploitation avec des choses où on se projette à la fois sur la gestion écologique des sites, mais aussi sur la relation que peuvent avoir ces espaces verts, espaces extérieurs, ces aménités de nature qu'on met à la disposition des occupants, y compris dans un site logistique, et comment ça va servir à la qualité et à la qualité de vie au travail des futurs occupants. Et tout ça, c'est aussi un enjeu de passage de flambeau à la livraison du projet pour que l'exploitant, pour que les occupants, en tout cas les représentants de ces personnes-là, puissent avoir une bonne connaissance du pourquoi on a fait toutes ces itérations qui ont permis de leur livrer un site fonctionnel et du coup aussi qui permet de traiter les enjeux de biodiversité et pour que justement, dans le cadre de leur contrat d'entretien, dans le cadre des animations qu'on peut imaginer sur le site, en termes de communication sur la biodiversité, et on puisse avoir une continuité de démarche et si besoin aussi des sensibilisations, des formations qui peuvent être assez importantes et pertinentes pour le personnel. Tout ça, donc je le rappelais juste, on applique dans tous les cas, que ce soit volontaire ou réglementaire, cette séquence éviter réduire compenser le plus tôt possible pour pouvoir contrebalancer l'éventuel perte nette. Ensuite, on intègre la biodiversité au projet et sur la durée, conception, réalisation et exploitation. Et puis, on peut valoriser ça ou entrer dans ce genre de démarche par les labels et certifications. Et je crois que je m'arrête là pour l'instant parce que GSE va faire des choses tout aussi imagées à leur échelle. Merci beaucoup, Bruno. C'était très clair. Ça vient bien compléter les propos d'Olivier. Juste sur la question, je reviens à la question qui est de la transition avec votre intervention.
avez-vous un programme d'identification des zones sensibles abritant des espèces protégées? Est-ce que ça existe? On a des sites identifiés comme sensibles sur les bases de données publiques. Je ne sais pas si on parle de ça. Après, sur site, on a un enjeu justement d'avoir des méthodologies d'identification des espaces et des espèces les plus exhaustives possibles. Encore une fois, parce qu'on a un enjeu de cartographie. Si on parle de zones humides, on a des enjeux de surface pour être de seuil surfacique, justement pour être à différents enjeux en termes de loi sur l'eau notamment, et donc qui entraînent aussi différents enjeux de compensation. C'est pareil sur tout ce qui est faune-flore. Quand on va essayer de compenser de la perte nette, il faut pouvoir la quantifier, cette perte. Et donc, d'espaces sensibles, qu'on puisse justement le travailler dans le cadre du projet. Merci. Alors, Rodolphe nous précise que la question était aussi pour RTE, au vu des surfaces gérées. Donc, Olivier, est-ce que tu as ce programme d'identification de zones sensibles, RTE, rapidement, pour qu'on passe au GS? Alors, oui, on a des choses effectivement qui sont regardées d'assez près par nos équipes en local, et puis on a des échanges avec le central là-dessus. Donc oui, en fait, je dirais la plupart des zones sensibles et des zones protégées en fait sont faciles à identifier, hein. Vous avez beaucoup de sites où vous repérez en fait ces zones-là, beaucoup de cartographie. Donc il faut faire un peu de recherche effectivement. Bon, Déjà, les s'appuyer sur trames les vertes et bureaux bleues, d'études. pardon Olivier, je te Ouais. coupe. Les trames vertes et bleues donnent déjà des indices? Ouais, Non. c'est pas forcément les plus sensibles. C'est à regarder effectivement par rapport à tout ce qui va être déplacement d'espèces que je mentionnais tout à l'heure, hein, donc la logique dynamique. Mais sinon, le reste, tout ce qui est réserve naturelle, cœur de parc national, c'est assez facile à repérer. Ce qui est plus compliqué, c'est les zones humides, parce qu'elles ne sont pas toujours systématiquement référencées en local. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment à regarder au cas par cas pour chaque projet, hein. Je ne sais pas ce qu'en pense Bruno, mais là, pour le coup, c'est là où il y a un petit peu des trous dans la raquette, il faut se méfier. Il y a une méthodologie d'identification potentielle, de zones humides potentielles qui peuvent être justement, qui est assez fréquemment justement appliquée par les DDT ou d'autres instructeurs pour justement alerter les maîtres d'ouvrage sur ces enjeux-là en amont des procédures d'instruction. Après, rien ne vaut l'identification sur site, les critères sol, les critères de végétation. Mais déjà, en première approche, on peut avoir la même méthodologie qu'eux d'identification du potentiel. Alors, on reste sur la méthodologie. Je prendrai les autres questions parce que plus on cherche, plus on trouve. Tout à fait. Exactement. D'ailleurs, on ne trouve que ce que l'on cherche. Ça, c'est vrai en matière biodie, c'est vrai en matière de pollution des sols. Et du coup, la question, Bruno, existe-t-il une méthodologie encadrée réglementairement de repérage d'espèces protégées, avec un quadrillage du terrain, avec voilà, des normes X, Y, Z qu'on a en matière de pollution des sols? Est-ce qu'on a la même rigueur réglementaire sur ce repérage des espèces protégées? Ou est-ce que c'est un petit peu selon l'expertise de chaque bureau d'études et son appétence Oui, c'est un petit peu des deux, mais dans tous les cas, on est jugé in fine dans le cadre de l'analyse de l'étude d'impact ou du dossier de dérogation sur la qualité de l'inventaire et sur les compétences des experts qui sont allés sur site pour identifier les espèces et les habitats. Il y a des normes qui existent sur notamment tout ce qui est attrait à ces qualifications écologiques. Il y a sur le génie écologique aussi. Et puis, il y a des qualifications PQI-BU aussi et autres sur justement les inventaires et la qualité des naturalistes qui peuvent opérer. Encore une fois, on est jugé dessus. C'est notre responsabilité de pouvoir établir, pour que le dossier ne soit pas retoqué justement par manque de compétences, que les méthodologies et les connaissances naturalistes des experts sont solides vis-à-vis des enjeux. D'où l'intérêt au préalable d'étudier le site par la bibliographie, par tous les potentiels de ce qu'on peut y trouver. C'est important de travailler avant. La grande difficulté, c'est qu'on est sur du vivant.
Et par définition, le vivant peut prêter à appréciation, interprétation, même d'un écologue à l'autre. On voit bien que les appréciations ne sont pas toujours nécessairement concordantes à 100 ou 200%. Oui, et puis on travaille sur une année. Dans l'année, il y a Complètement. aussi une variabilité de présence sur notamment la faune. C'est aussi pour ça que les autorités demandent à ce qu'il y ait un passage, enfin non, justement plusieurs passages échelonnés dans l'année pour que justement on puisse à chaque fois identifier les bons par saison, les périodes d'identification propices des différentes actions. Alors, je propose de passer à Marc Esposito, groupe GSE, qui va du coup répondre, je pense, aux deux questions qui suivent, puisque Marc, avec GSE, vous êtes spécialiste de l'immobilier d'entreprise, plateforme logistique, usine, bureau. Donc, il y a une première question. Peut-on obliger un maître d'ouvrage, un ménageur, promoteur, à identifier les espèces protégées sur le périmètre de son futur projet? Y a-t-il une approche différente de la réglementation suivant l'échelle du projet? Et comment gérer l'évolution des milieux sur des projets au temps long avec des données qui peuvent vite devenir obsolètes ou être remises en cause? Donc, Marc, je vais vous passer la parole. Avec votre exposé, je pense que vous allez répondre à ces deux questions. Je peux déjà apporter une première réponse quand même juridique à la question sur le fait d'obliger les maîtres d'ouvrage. On n'est pas tant dans une obligation en tant que telle, mais je voudrais attirer l'attention sur… Il y a cette obligation de faire une recherche, mais surtout, je voudrais attirer l'attention sur les conséquences de découverte d'espèces protégées qui n'auraient pas fait l'objet d'une recherche et qui n'auraient pas fait l'objet d'un dossier de dérogation espèces protégées et donc qui n'auraient pas été autorisées par un arrêté préfectoral en bonne et due forme. Les conséquences juridiques sont pénales, civiles, administratives. Au plan pénal, vous avez l'article 415-3 qui punit 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de détruire une espèce protégée. Ça, c'est pour la personne physique. Pour la personne morale, c'est x5, les 150 000 €. Au plan civil, nous avons une jurisprudence récente de mars 2021 qui a condamné 7 exploitants d'éoliennes à verser 3 500 € à France Nature Environnement pour préjudice moral du fait de la destruction de faucons qui ont été tués entre 2011 et 2016 par collision avec des éoliennes, et lesquels exploitants n'avaient pas de dossier de dérogation espèces protégées. Vous avez une sanction administrative, il y aura un arrêté préfectoral de mise en demeure de déposer un dossier de dérogation espèces protégées avec, dans ce laps de temps, une obligation de suspendre les travaux. Et puis des contentieux assez importants avec des recours contentieux contre l'autorisation environnementale pour défaut d'AP, dérogation espèces protégées, recours contentieux contre l'autorisation loi sur l'eau si vous n'êtes pas dans un cadre d'autorisation environnementale, et recours contentieux contre le permis de construire qui aurait été exécuté sans avoir préalablement obtenu la dérogation espèces protégées. Donc, les conséquences en cas de destruction d'espèces protégées qui n'ont pas fait l'objet du dossier de dérogation espèces protégées requis par la loi sont quand même assez lourdes, pour ne pas dire très lourdes. Mais je pose la question à Marc Esposito et je vous passe la parole, Marc. Bonjour. Alors écoutez, j'ai beaucoup de problèmes de connexion. J'espère que ça va fonctionner. C'est parfait là. Je crois qu'il faut aussi… Vous m'entendez bien? Très bien. Bon. Par contre, j'ai perdu la possibilité de partager mon écran. Il faut me redonner la possibilité de le faire. Grégoire, je te passe la main. Ça y est, c'est bon. On voit tout, Marc, c'est parfait. Voilà. Et on vous entend très bien. Bon, eh bien, j'espère que ça va durer. Donc, effectivement, moi, j'ai parlé de biodiversité dans les projets de construction d'immobilier, particulièrement logistique, puisque GSE est un contractant général et leader en France de la construction de bâtiments logistiques. Nous allons parler effectivement de la certification BREEAM, qui est probablement à l'origine, ou en tout cas la certification la plus utilisée et qui amène de l'écologie ou des conséquences écologiques sur les plateformes logistiques. On verra surtout des cas concrets de ce qui a été fait.
Et puis, je parlerai de la charte AFILOG, effectivement, qui fait que ça va être encore mieux pris en compte dans les prochaines années. D'abord, le BRIM sur les plateformes logistiques. Alors, les plateformes logistiques, quand même, pourquoi elles s'intéressent à la biodiversité? Parce que tout simplement, c'est quand même des gros consommateurs de foncier et très souvent, enfin historiquement en tout cas, sur des zones extra-urbaines. Donc, on a plutôt tendance à s'étendre sur les campagnes quand on fait des bâtiments logistiques. Donc, il y a une grosse artificialisation de sol. Mais depuis 10 ans, les plateformes logistiques, peut-être parce qu'elles ont ça à se faire pardonner, on voit, en tout cas chez GSE, mais je crois qu'on est assez représentatif de ce qui se passe dans le monde de la logistique. Depuis 10 ans, on a une quantité de projets qui sont certifiés de plus en plus grande partout en Europe, hein, ce n'est pas qu'en France. Aujourd'hui, on voit que, et notamment depuis 3 ans, on est à plus de 3/4 des projets qui sont certifiés. Et dans cette certification, la certification BRIM est la certification qui semble en Europe prendre vraiment le pas, avec plus de 2/3 des projets certifiés qui le sont en BRIM. Et la bonne nouvelle pour la biodiversité, c'est que dans le BRIM, on a tout un tas de… Donc, c'est la certification anglaise, en fait, hein, qui est leader en Europe. Et qui a évidemment plusieurs thématiques, d'ailleurs toutes les thématiques environnementales habituelles, l'énergie, la santé, le bien-être, les transports, l'eau, le matériau, mais les déchets, pardon, et on voit que cette implantation et écologie est un sujet et n'est pas un sujet des moindres. On voit aussi que depuis plusieurs années, la certification ne suffit pas, il y a des niveaux de certification qui vont de pass jusqu'à outstanding, et que la tendance, c'est de s'approcher de plus en plus vers la partie droite de ce graphique. Marc, on ne vous entend plus. Et notamment, on ne voit plus beaucoup de projets logistiques aujourd'hui en dessous du BRIM Very Good, donc on est vraiment Very Good, excellent. Je crois qu'il y a un premier projet logistique qui vient de l'obtenir ou qui va bientôt l'obtenir, et c'est clairement vers ça qu'on va. Et si on regarde les certifications BRIM des bâtiments logistiques, là je vous donne en gros les ratios de toutes ces thématiques, avec les petits barres hachurés qui représentent le potentiel, le nombre maximum de points. Et on voit en fait que sur les… Vous nous entendez plus? Vous m'entendez plus? On vous entend de façon coupée. Oui, peut-être enlever votre vidéo, ça aidera la connexion. Ça doit être, je crois que j'ai une très mauvaise connexion. Alors oui. Hop, ça fait sauter. Allez-y, Marc. Ah, tout a été coupé. Oui. Marc n'est plus avec nous, Grégoire? Je crois qu'on l'a perdu, effectivement. Le temps qu'il revienne, du coup, je vais revenir sur mes questions, parce que là, on est allé directement sur le BRIM avec voilà, les bonnes pratiques pour intégrer la biodiversité dans les projets. Si on revient aux deux questions, celle de Delphine et d'Édouard, comment gérer l'évolution des milieux? Pardon, Marc, je reviens à mes questions, je vous laisse reprendre. Ouais, faites bien. Comment gérer l'évolution des milieux sur des projets au temps long? Olivier, peut-être tu as un point là-dessus, puis rapidement sur la question d'avant, avant qu'on aille dans le top du top de la biodive. Je l'ai mentionné rapidement. En fait, je dis qu'il faut faire un suivi faune flore en fait au début, et effectivement, si le projet prend du temps, et vous avez vu avec les calendriers des étapes que ça pouvait prendre du temps chez RTE, en fait, on fait une actualisation. On fait une actualisation en fait des études. Ça a été notamment sur le cas d'un projet récent en fait sur la vie faune, sur la présence des espèces, sur la mortalité liée aux ouvrages existants aussi, par exemple. Mais il faut faire un suivi pour être effectivement à jour. Et puis du coup, c'est à cette occasion-là qu'on peut repérer aussi la présence de nouvelles espèces. Après, la présence de nouvelles espèces n'est pas forcément toujours du fait du maître d'ouvrage. Ça peut être aussi les services de l'OFB, par exemple. Ça peut être des tiers qui repèrent finalement une espèce et qui l'indiquent à l'autorité compétente. Et donc, c'est une alerte, et là, il faut la traiter. Voilà. Mais bon, après, voilà,
je dis, il faut faire un suivi, il faut aussi, je dirais, appliquer une démarche proportionnée. Donc, voilà, je dis pas qu'il faut faire passer un écologue toutes les 2 semaines, quoi. Mais il faut être raisonnable, mais il faut effectivement être aussi, enfin, sécuriser le dossier, hein, finalement. L'actualisation, c'est une sécurisation du dossier. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est le risque contentieux au final, et se C'est ça. prémunir le plus possible de ce risque contentieux. Ça renvoie au slide que tu avais très bien fait selon l'état d'avancement de ton dossier, puis l'obtention du cadre réglementaire. Il y a déjà une autorisation environnementale, il n'y en a pas, etc. Et du coup, rapidement, pardon Marc, ça permet de terminer sur les dossiers, sur les contentieux. C'est que peut-on obliger le maître d'ouvrage? Donc, j'ai apporté une réponse juridique. Ta vision, Olivier, peut-être Marc, si vous en avez une là-dessus. Donc, peut-on obliger le maître d'ouvrage à identifier les espèces protégées? Donc, moi, j'ai dit attention aux conséquences de destruction d'espèces protégées sur le plan pénal, civil, administratif. Marc, Olivier, vous avez un avis là-dessus? Peut-on obliger à identifier les espèces protégées? Alors, dès lors qu'il y a étude d'impact, oui, de toute façon, c'est une des choses en fait qui est à regarder. Donc, ça doit être fait. Ouais, moi, j'ai presque envie de demander, enfin, nous, notre confrontation, c'est peut-on l'obliger à le faire 2 fois d'ailleurs, parce que la réalité, c'est que dans des bâtiments qui sont au CPE, c'est obligatoire de les identifier, on va dire une première fois pour le dossier ICPE. Nous, GSE, en tant que constructeur, on arrive parfois sur des terrains où le dossier ICPE, enfin, en général, le dossier ICPE est fait et validé. En général, si on est là, c'est bien parce que soit il n'y en a pas eu d'identifié, soit il y a déjà eu les mécanismes de compensation. Mais pour tout vous dire, ça nous arrive de faire passer des écologues justement dans le cadre du BRIM. Et l'écologue voit quelque chose qui n'avait pas été vu, alors soit parce que ce n'était pas la même saison, soit parce que c'était 2 ou 3 ans plus tôt et qu'il peut se passer des choses en 3 ans. Et là, c'est presque là que c'est le plus grave ou le plus difficile à faire, parce que expliquer qu'un projet autorisé qui va bien ne peut plus continuer, financièrement, c'est compliqué. Et après, pour répondre directement à peut-on obliger, alors j'ai envie de dire oui, on peut obliger, il peut y avoir un arrêté préfectoral qui met en demeure le maître d'ouvrage de réaliser l'étude Funflore qui va bien. Je l'ai déjà vu dans un dossier. Donc, voilà une réponse directe. Du coup, on fait le lien avec le BRIM. Marc, je pense qu'il faut vraiment que vous coupiez votre caméra parce que là, vous êtes tout figé et on vous entendra je coupe la caméra et j'espère que ça marchera bien mieux. Maintenant, c'est Noël avec votre slide. Et ça y est, il est stabilisé. Allez-y. Stabilisé. Alors, attendez, est-ce que j'essaye de… C'est parfait. Et on vous entend bien, on voit le slide. Marc, alors, quel est le monde idéal en biodiversité, notamment avec le BRIM? Alors, effectivement, le BRIM, il nous propose de choisir sur ces quatre thématiques, d'abord de choisir des sites. Alors, c'est rarement nous, constructeurs, qui le faisons, mais on voit que quand les terrains sont déjà construits ou sont pollués, on a des crédits qui tombent automatiquement. Et ça va aller de plus en plus, ça va être de plus en plus vrai, mais plus par des réglementations. Le zéro artificialisation nette va conduire vers ça naturellement. Et ensuite, on a l'obligation de faire intervenir des écologues avant le démarrage des travaux. Pour évaluer la valeur écologique du site. Là aussi, quand il est de faible valeur écologique, c'est beaucoup mieux que quand il ne l'est pas. Et quand il a des valeurs écologiques données, de les protéger pendant la construction. Et puis enfin, l'écologue va nous permettre d'amener des nouvelles solutions pour améliorer la valeur écologique du terrain quand il n'en a pas, ou pour amener des zones d'intérêt écologique. Et puis, il y a le dernier point qui est toujours à éviter d'oublier, qui est sur l'impact long terme, c'est-à-dire que la biodiversité, et je vous montrerai dans les images, ce n'est pas que ce qu'on met en place à la construction, c'est aussi évidemment le fait de bien l'entretenir et le maintenir avec des technologies qui sont en plus rarement les mêmes que celles qui consistent à faire des beaux espaces verts. Donc, en exemple, grâce à ces certifications, voilà ce qu'on met en place clairement sur nos bâtiments logistiques. Donc, les haies, et notamment les haies champêtres qui sont avec vraiment le choix d'espèces. Et là, c'est important de se dire qu'une haie champêtre, c'est l'écologue qui vient de nous dire quoi faire. Des prairies fleuries. Également, là, c'était une mode. Alors, je ne sais pas si elle est passée, mais les plantations de forêt de Miyawaki
qui ont à la fois comme objectif d'améliorer la biodiversité, mais aussi de faire un phénomène plutôt social, sociétal dans la construction. Avec là, en fait, on ne voit pas, mais il y a tous les chefs de toutes les entreprises qui sont là pour planter les arbres de la forêt. On a aussi la reconstitution de zones humides, qui sont effectivement probablement des plus importants havres de biodiversité, des mares, des bassins végétalisés aussi, des bassins de rétention végétalisés. Là, je pense faire plaisir à Asna parce qu'on m'a dit que c'était le plus beau qu'on avait construit chez GSE, et c'est un bâtiment Barjane. Des habitats pour la faune locale. Alors ça, c'est probablement ce qu'il y a de plus simple à faire d'ailleurs. Donc surtout pas se priver, que ce soit des nichoirs, des tas de bois, de pierres. Et là encore, c'est l'écologue qui nous préconise tout ça. Et puis, important, alors qui est un petit peu différent, mais qui va souvent avec la biodiversité, en tout cas avec les mêmes thématiques, qui sont les infiltrations des eaux de pluie, notamment les parkings. Et les parkings de véhicules légers sont impactants. C'est d'ailleurs en fait même on n'est pas loin de devenir, ça pas loin de devenir la loi hein, sur les parkings, de mettre du parking drainant. Et puis tout ce qui est tranchée drainante plutôt que rejeté sur les réseaux. Là encore, et on le verra tout à l'heure dans la charte AFILOG, ça peut dépendre beaucoup des réglementations locales. Et puis également dans la biodiversité, ce qu'on voit aussi arriver de plus, c'est finalement la reconnexion des usagers à la nature. C'est proposer des espaces, des potagers partagés. Là, en bas à droite, c'est un bâtiment qui sera construit l'année prochaine, mais où carrément faire des fermes urbaines sur des toitures et de remettre les usagers au centre de ça. On peut aussi voir des fois des parcours, alors je ne sais pas si c'est sensoriel, olfactif, mais voilà, l'idée c'est de faire qu'il y ait aussi de la communication et de la pédagogie sur le sujet pour les utilisateurs d'un bâtiment. Et puis, je le mets en dernier parce que je ne suis pas sûr que c'est pour la biodiversité qu'il faille faire ça, les façades, les toitures végétalisées. Aujourd'hui, c'est notamment sur les toitures végétalisées dans les entrepôts, c'est un sujet important parce que c'est une obligation, en tout cas en compétition avec le photovoltaïque. Mais c'est une obligation finalement qui ne se voit pas beaucoup parce que mettre de la végétalisation au sol, les toitures sont largement utilisées pour faire la production d'énergie renouvelable et il me semble Ça commence à couper, que Marc. c'est plus efficace comme ça. Non. Allez-y, Marc. Surtout. Bon. Marc, c'est très haché. Vu ce qu'on fait là. Est-ce que vous pouvez passer les slides et puis Asna peut-être parler de la charte AFILOG? Oui, Marc, du coup, on ne vous entend plus. Oui, Donc, c'est trop haché. coup, Donc, voilà. Je vais commenter rapidement. Donc, la charte AFILOG, c'est une charte qu'on a signée AFILOG, un certain nombre d'adhérents d'AFILOG et l'État, et qui avait 3 grands sujets. Donc, on voit c'est-à-dire des arbres très peu de terre. Pardon, Marc. Alors, on y va. C'est Marc qui passe les slides et Asna qui parle. Vas-y, Asna, la charte. Du coup. C'est pas grave, tu connais la charte, vas-y. Donc, il y avait 3 thématiques, en fait, neutralité carbone, sobriété foncière et des engagements sur la biodiversité où on a pris des engagements, notamment à planter des haies bocagères, à travailler en fait, c'est sur les sujets que présentait Marc sur les slides précédents, sur la création de zones humides, du traitement alternatif des eaux pluviales. Donc, on fait de la phytoépuration des eaux pluviales de voirie par des bassins de pré-traitement qui vont épurer les eaux des hydrocarbures, puis après dans des bassins végétalisés. On préconise aussi l'infiltration. Enfin voilà, on travaille sur nos projets pour maximiser le potentiel de biodiversité des espaces verts qu'on peut créer, parce que sur les plateformes logistiques, c'est des grands bâtiments qui sont en effet consommateurs de foncier, mais qui sont quand même entourés d'espaces verts qui sont conséquents et sur lesquels on peut faire du génie écologique pour créer des espaces verts qui soient le plus recréateurs de biodiversité possible.
Pardon, Marc, du coup, j'ai fait une transition. Du coup, vous n'avez plus votre micro, Marc. Non, non, mais il n'est même plus là du tout, Marc. Ah si, Marc est là. Si, il est revenu. Je suis revenu, mais beaucoup de problèmes de connexion ce matin. Oui, c'est pas grave. On partagera la présentation de toute façon. Oui, tout à fait, je vous l'envoie. Merci en tous les cas, Marc. Merci, vous avez pu présenter, on vous entendait très bien le BRIM. Donc là, ça a été très clair. Et sur la charte Afilog, Asna a pris le relais pour expliquer la charte Afilog. Donc, je pense que c'était très bien ainsi. Alors, il y a quelques questions. Des toitures justement pour vous, Marc. Donc, sans le slide, au pire, vous coupez votre caméra pour qu'on vous entende bien. Des toitures végétalisées ou écosystémiques ont-elles été développées sur des bâtiments logistiques compte tenu du poids de ce type de procédé? Il est prouvé scientifiquement que mixer des panneaux et toitures végétalisées est favorable à la fois à la biodive, mais aussi aux performances des rendements des panneaux solaires. Votre avis? Mon avis, il est quand même qu'aujourd'hui, il y a un raisonnement économique très fort qui est que, effectivement, on a des toitures très légères en logistique, donc le poids coûte. Et aujourd'hui, le photovoltaïque est moins lourd que la toiture végétalisée et se rentabilise parce qu'il vend l'électricité alors qu'une toiture végétalisée ne vend rien du tout. Donc, au final, très sincèrement, nous, on est en train de faire notre première toiture végétalisée sur bâtiment logistique et le choix a été fait pour des questions de difficulté à installer du photovoltaïque finalement, qui fait l'acteur a préféré assurer la réglementation avec cette toiture végétalisée. Mais dans 95-99% des cas, ça va être des toitures photovoltaïques. Alors l'histoire du photovoltaïque, en plus de la végétalisation, là, faut avoir quelqu'un de très converti sur le sujet parce que certainement que peut-être qu'on peut gagner 1 ou 2% de production photovoltaïque, mais c'est vraiment pas l'enjeu, c'est vraiment pas ça l'enjeu. Il vaut mieux mettre des toitures réfléchissantes blanches que des toitures végétalisées pour la production photovoltaïque en plus. Merci, merci Marc. Et en plus, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'entretien des panneaux solaires avec de la biodiversité qui, par définition, est vivante, va se nourrir, va avoir des déjections, etc. C'est peut-être pas non plus le plus simple. Oui, certainement. Non, franchement, je pense que les rares cas où on a envisagé, mais ce n'était pas de la logistique, c'est quand les deux sont demandés, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de produire l'énergie renouvelable sur un bâtiment, qu'il y a une obligation de mettre de la végétalisation et que globalement, il n'y a pas assez d'espace autour du bâtiment. Et alors, tout doit se cumuler sur la toiture. Mais en général, surtout dans un bâtiment logistique, il y a beaucoup d'espace vert au sol, il y a beaucoup de toiture sur le bâtiment, donc chaque partie a sa fonctionnalité. Alors, on reste sur les toitures végétalisées. Vous voyez, vous n'avez plus vos slides, mais vous parlez. Cette toiture végétalisée est-elle considérée comme une mesure d'accompagnement ou de réduction de la séquence ERC? Je sais pas quoi. Aujourd'hui, quand on lit la réglementation, c'est la loi énergie-climat, elle parle de création de biodiversité. Dans l'objectif d'ailleurs, c'est de mettre des toitures végétalisées avec un impact sur la biodiversité. Mais la réalité, c'est que sur des grandes toitures, on met des très fins substrats, enfin on met de la végétalisation complètement extensive et en plus très peu entretenue dans le temps. Et sur le projet dont vous parliez, la toiture végétalisée sur une plateforme logistique implique une typologie de toiture différente? Question. Non, justement, mais à condition de mettre ces toitures extensives, c'est-à-dire qu'on peut mettre que 5 ou 10 cm de substrat qui ne permet en aucun cas de mettre une végétalisation très diversifiée et suffisante. Si jamais il fallait aller sur des grandes épaisseurs de terre, alors oui, il faudrait aller sur de la toiture béton, enfin en tout cas très structurelle. Les entrepôts, c'est vraiment très léger. C'est une charpente qui est en plus bien souvent en bois avec un système qu'on appelle bac étanché, c'est-à-dire vraiment un bac acier très fin, une couche d'isolant et une étanchéité bitumineuse. On sait faire de la végétalisation sur ce type de toiture, mais pas très épaisse. Et Edouard nous
précise sa question, mais je pense qu'on y a répondu. La possibilité de pouvoir obliger un maître d'ouvrage sur un petit ou moyen projet où il n'y a pas d'étude d'identification des espèces protégées obligatoire, donc il n'y a pas d'étude d'impact, il n'y a pas d'inventaire, pour un dépôt de permis d'un petit immeuble. Est-ce qu'on peut l'obliger? Comme le disait Olivier, le dossier dérogation espèces protégées, enfin, l'interdiction de détruire des espèces protégées est une interdiction générale qui n'est pas ciblée sur tel ou tel type d'activité, qui pourrait même concerner des particuliers. Donc, le risque, il est qu'il y ait une espèce protégée, que ce soit signalé à l'administration compétente et que l'administration compétente, derrière, mette en œuvre son arsenal de pouvoirs de contrainte, soit par arrêté préfectoral, parce que le dossier de dérogation espèces protégées relève du pouvoir du préfet. Marc, vous vouliez réagir? Non, 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 pas plus. Enfin, moi, je pense en tout cas que réagir sur ce qui permet de compenser éventuellement, il me semble que sur les bâtiments logistiques, c'est vraiment les zones humides et les haies qui vont être un sujet très important et qui, en plus, notamment les haies, vont être largement traitées à travers la charte qui a été signée. C'est peut-être là qu'il y a beaucoup de progrès à faire et qu'en plus, il y a un engagement fort de la filière à planter beaucoup de haies parce que et de faire des zones humides avec ces bassins d'infiltration. Il y a un potentiel, il y a une volonté et il y a une vraie efficacité de biodiversité sur ces deux thématiques. Sur la question réglementaire pour l'administration, peut-être que Pierre de la DREAL Occitanie veut réagir si vous le souhaitez. Il est encore là. Non. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions, sauf erreur de ma part. D'autres réactions? Alors, on a beaucoup parlé de la dérogation espèces protégées, de ce dossier à constituer, du risque contentieux derrière. Hein. Le risque contentieux, c'est l'annulation du projet dans sa globalité, tout simplement, par l'annulation de l'autorisation, voire annulation de l'autorisation environnementale, parce qu'il n'y aura pas eu l'étude d'impact, il n'y aura pas eu cette autorisation de dérogation espèces protégées, avec une jurisprudence qui est très sévère. Peut-être qu'en 2022, mais ce sera à vous tous de nous le dire, il y aurait une matinale sur l'enjeu de compensation, parce qu'il y a éviter, réduire et compenser. Et tous les enjeux autour de la compensation sont de plus en plus prégnants et compliqués, parce qu'il y a une obligation de fonctionnalité, avec une obligation de résultat. L'obligation de résultat sur du vivant, ce n'est pas facile, mais il y a une attente en ce sens de la part de l'administration de bien adresser la séquence compensation lorsqu'il y a cet arrêté préfectoral. Parce que l'arrêté préfectoral, ce n'est pas simplement vous pouvez détruire des espèces protégées, c'est on a bien noté que, mais à telle et telle condition. Et les conditions qui derrière sont imposées dans l'arrêté préfectoral ne sont pas toujours évidentes à adresser en termes de solutions portées par des écologues. Et c'est là où je disais que parfois, il y a des discussions, il y a des points de divergence et puis il y a des arbitrages à faire sans savoir par avance comment va réellement se comporter le vivant face à la mesure de compensation qui est fixée, qui a été décidée dans l'arrêté préfectoral de dérogation espèces protégées. C'est peut-être un sujet que nous pourrions aborder en 2022. On en parlera avec ASNAP et surtout vous tous, si vous avez d'autres points à apporter à notre connaissance, d'autres demandes, je voulais dire. Écoutez, moi, je ne vois pas d'autres questions. Asna, Olivier, Bruno, Marc, est-ce que vous voyez des points sur lesquels… Juste, je crois, une remarque sur est-ce que la toiture végétalisée peut rentrer dans ces mécanismes de compensation? Oui. Je pense que ce qu'encourage la loi biodiversité au départ, énergie-climat, climat et résilience maintenant, c'est une première marche justement sur une espèce de compensation surfacique par la surface des entrepôts logistiques, qu'il puisse y avoir tout ou partie, en général 30% du coup, de végétalisation. Mais je suis d'accord avec ce qui a été dit par Marc, c'est qu'en général, c'est de l'extensif, donc en termes de qualité écologique, ce n'est pas formidable. Donc, je ne pense pas ce sera forcément pas la seule mesure de compensation.
ce ne serait pas acceptable et ni intéressant pour la biodiversité que ça soit pas ça. En dehors de ça, elle peut être associée en effet à du photovoltaïque pour faire des toitures biosolaires. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans les projets, par la structure et par la légèreté du bâtiment logistique, c'est quand même pas le plus simple à faire. Ou peut-être sur les zones de bureaux aussi, qui peuvent être présentes là où on a un peu plus de portance admise. Mais sur une première marche surfacique, surtout en termes de disponibilité. Et puis du coup, on rend cette végétalisation extensive. Si par la flore, elle n'est pas très intéressante, elle peut quand même accueillir des insectes, être un lieu de repos pour les oiseaux, etc. Merci Bruno. Olivier, tu veux un Non, point pas de complémentaire? point complémentaire. Merci. Très bien. Écoutez, Asna, le petit mot de la fin. Et puis un grand merci, un immense merci à nos intervenants pour la clarté de vos propos. Il y a une belle complémentarité. Et puis vous êtes allés dans du concret, un sujet qui est à la fois, qui devient très juridique, mais qui doit être appréhendé par la technique et l'opérationnalité. Donc ces regards croisés m'ont semblé très pertinents. Asna. Oui, merci beaucoup. Merci à tous. Je regrette qu'on n'ait pas pu voir les derniers slides de Marc, mais on les découvrira du coup chacun de notre côté. Et merci, vous étiez nombreux encore à cette matinale, donc ça fait très plaisir. Et puis merci à Grégoire pour toute la préparation et la logistique de cette dernière matinale de l'année. Et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine du coup.